Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au déclin inexorable de l'Empire ottoman. En dépit de nombreuses tentatives de réforme, les souverains ottomans ne peuvent empêcher le démembrement de leur territoire. Face à l'emprise croissante des grandes puissances européennes et à la montée de l'opposition intérieure. Vous voulez en savoir plus sur le règne d'Abdulhamid II? Venez avec moi. Durant l'hiver 1876, un vent de révolte balaye l'Empire ottoman. Le nouveau sultan Abdulhamid II, qui devait régner jusqu'en 1909, promulgue une constitution si progressiste qu'elle surprend plus d'un musulman. Sur les conseils du grand vizir Mihdad Pacha, qui l'avait aidé à accéder au pouvoir, il instaure pour son empire un système parlementaire directement inspiré du modèle occidental et accorde aux nouveaux musulmans certains droits de coexistence. Certes, l'islam demeurait la religion d'État incontestée, et le sultan, calife et protecteur de l'islam, restait le souverain suprême, placé au-dessus des lois. Mais la nouvelle constitution prévoyait une égalité de droits entre musulmans, chrétiens et juifs, ainsi que la liberté de religion. Le sultanat se transformait ainsi en une monarchie constitutionnelle d'un genre inédit, une innovation sans précédent pour un État islamique. Le 23 décembre 1876, date de la promulgation de la Constitution, marque certes une césure capitale dans l'histoire de cet empire situé à la frontière de l'Europe et de l'Asie. Cependant, les craintes qu'avait pu éveiller la volonté réformatrice du sultan étaient infondées. Avec beaucoup d'habileté et de diplomatie, il procéda à cette promulgation lors d'une conférence d'ambassadeurs des grandes puissances réunis à Istanbul pour débattre de l'instabilité politique dans les Balkans. L'attitude d'Abdulhamid II illustre bien l'ambivalence de la politique réformatrice du gouvernement ottoman, qui ne se montre entreprenant que sous la pression extérieure ou lors de conflits avec ses voisins occidentaux. La plupart du temps, ces réformes étaient annoncées mais n'étaient jamais appliquées ou en tout cas n'atteignaient jamais le gros de la population. Le sultan ottoman demeure un autocrate convaincu et si brutal qu'en Europe on le surnomma le sultan rouge. À la première occasion, il suspend le Parlement nouvellement élu, puis le renvoie et dirige le pays sans représentation populaire durant les 30 dernières années de son règne. Tout comme les édits de réforme de son prédécesseur, la Constitution ne fut donc qu'un chiffon de papier. Les tentatives n'avaient pourtant pas manqué de moderniser un État en proie à de vives tensions nationales. Au milieu du XIXe siècle déjà, deux édits avaient vu le jour. Le premier instaurait l'égalité des droits pour tous les citoyens sans distinction d'appartenance religieuse. Le second, l'égalité en matière de promotion dans la fonction publique et la hiérarchie militaire. L'un comme l'autre étaient les conséquences des crises extérieures qui avaient contraint l'Empire ottoman à conclure des alliances. La mise sur pied d'un système éducatif laïque, la modernisation du droit et de l'appareil judiciaire, l'abolition du système archaïque des fiefs, de même que la réforme de fond de l'administration et de l'armée, ne progressaient qu'avec lenteur. Leur application se limitait bien souvent à la capitale et aux grandes villes de l'Empire, tandis que les conditions de vie dans les provinces ne connaissaient qu'une évolution très modérée. Anciennes et nouvelles institutions fonctionnaient souvent en parallèle, se paralysant mutuellement. La grande majorité des musulmans étaient de petits paysans ou de modestes fermiers, et le commerce était presque exclusivement concentré dans les villes, entre les mains des non-musulmans. La dépense économique et politique de l'Empire ottoman vis-à-vis de l'étranger finit par prendre des proportions dramatiques. La Grande-Bretagne et la France s'étaient assurés des privilèges commerciaux très avantageux. Les deux puissances inondaient le pays de produits d'importation bon marché, ce qui entravait le développement de son industrie. Bientôt seuls les emprunts à l'étranger permirent de financer les campagnes militaires du sultan. Le pays sombre dans la spirale de l'endettement jusqu'à la déclaration officielle de banqueroute de l'État en 1875. 6 ans plus tard, un organisme chargé de l'administration de la dette publique fut créé pour obliger le gouvernement ottoman à rembourser les emprunts colossaux contractés auprès des grandes puissances. Cet organisme détenait en monopole les principales ressources financières du pays. C'est ainsi qu'un tiers des revenus fiscaux partaient directement à l'étranger vers les États créanciers. Plus encore que des moyens financiers, le sultan aurait eu besoin de temps et de tranquillité pour poursuivre la politique de modernisation engagée.
Mais à l'extérieur, la révolte couvre. Dans les Balkans, en proie de violents soubresauts, Serbes, Bulgares, Monténégrins, Bosniaques et Macédoniens réclament leur autonomie. Les minorités slaves, chrétiennes, trouvent un soutien sans faille auprès du grand voisin russe. Peu après la prise de pouvoir, Abdulhamid II, une nouvelle guerre éclate entre Russes et Ottomans. Un contingent russe de 120 000 hommes franchit le Danube et se déploie dans les Balkans, tandis qu'une autre armée de 60 000 soldats balaye l'Anatolie orientale en direction du cœur de l'Empire ottoman. Le tsar Alexandre II peut compter sur le soutien des Serbes et des Monténégrins. Les affrontements d'une rare violence mènent ses troupes jusqu'aux portes de Constantinople. Mais les Russes manquent leur but, à savoir l'effondrement pur et simple de l'Empire ottoman. En mars 1878, à San Stefano, Alexandre II tente d'imposer au sultan une paix qui aurait privé les Ottomans de presque toutes leurs possessions en Europe. Seule l'intervention des grandes puissances européennes évite ce coup de grâce à l'Empire ottoman. À l'instigation de l'Empire d'Autriche-Hongrie, de François-Joseph de Habsbourg, de Otto von Bismarck, chancelier du jeune empire allemand, qui convoque un congrès à Berlin au mois de juin suivant sur la question d'Orient. Sur ces conseils de négociateurs avisés, les diplomates s'accordent pour établir des conditions de paix modérées pour le sultan, car personne ne voyait d'un bon œil un renforcement de l'hégémonie russe dans l'Europe balkanique. Le Monténégro, la Serbie et la Roumanie, issus de la fusion de la Valaquie et de la Moldavie, deviennent des États indépendants, tandis que la Bosnie et l'Herzégovine, officiellement encore placées sous le contrôle de la Sublime Porte, étaient en réalité dirigées par la monarchie des Habsbourg. La Bulgarie obtient un statut de principauté autonome, vaguement rattaché à l'Empire ottoman. Batoum, port stratégique de la mer Noire, et la province de Kars, en Anatolie orientale, tombe dans l'escarcelle de la Russie. La Grèce annexe la Thessalie et une partie de l'Épire. Quant à la Grande-Bretagne, elle se voit accorder l'île de Chypre en contrepartie de son soutien. À Berlin, presque toutes les grandes puissances se servirent aux dépens de l'Empire ottoman. L'homme malade de l'Europe n'était plus qu'un moribond, un état de fait, qui se confirme quelques années après le congrès de Berlin, lorsqu'à la suite des pactes secrets, la France occupe non seulement l'Algérie, mais aussi la Tunisie, tandis que la Grande-Bretagne annexe l'Égypte. La splendeur du sultanat ottoman était désormais irrémédiablement ternie. Ces pertes territoriales eurent des répercussions d'une extrême gravité sur la situation intérieure. Dès le début de la guerre russo-ottomane, Abdulhamid II suspend la toute récente constitution et s'efforce de contenir l'opposition par l'espionnage et la censure. Il interdit jusqu'à l'utilisation du téléphone. Le souverain, qui avait bénéficié d'une éducation à l'occidentale alors qu'il était jeune prince, qui appréciait l'opéra italien et maîtrisait la langue française, oscillait entre despotisme et volonté réformatrice. Par la suite, il concentra ses efforts en priorité sur l'enseignement et ouvre sur l'ensemble du territoire environ 10 000 écoles publiques, dont le but était d'endiguer l'influence des écoles coraniques. Il crée également un établissement supérieur pour la fonction publique civile, où les futurs serviteurs de l'État bénéficiaient d'une formation approfondie. Afin de se dégager de l'influence économique prépondérante de la Grande-Bretagne de la reine Victoria, Abdulhamid II favorise les relations de son pays avec l'Allemagne, qui n'avait pas de visée politique particulière dans les Balkans et au Moyen-Orient. Le sultan accorde ainsi une concession à un consortium allemand pour la construction du chemin de fer du Hedjaz jusqu'aux villes saintes d'Arabie, et pour celui d'Anatolie qui devait être prolongé par la suite jusqu'à Bassora, dans le golfe Persique. Ces deux lignes possédaient un intérêt économique, mais aussi militaire, car elles facilitaient le transport des troupes vers le Proche et le Moyen-Orient. Le sultan passait également volontiers ses commandes d'armement et de matériel militaire en Allemagne, particulièrement auprès des Assiris Crump, dont la réputation en la matière n'était plus à faire. La bonne entente qui régnait entre l'Empire ottoman et l'Empire allemand fut couronnée par 2 voyages en Orient du Kaiser Guillaume II, en 1889 et en 1898. À chaque fois, le monarque assure les musulmans du monde entier de son indéflectible amitié. L'attitude va-t-en-guerre du Kaiser suscite toutefois un émoi international et desservit le sultan en attisant la méfiance des grandes puissances.
Incapable de gagner des points en politique étrangère ou de réaliser des avancées sur le plan économique, Abdulhamid II ne parvient pas davantage à favoriser l'harmonisation idéologique à l'intérieur du pays. D'un côté, il prônait le panaslamisme et tentait de fédérer autour de sa personne l'ensemble des musulmans. De l'autre, il défendait l'autonomanisme, idéologie d'État qui encourageait tous les sujets de l'Empire ottoman sans distinction de religion à la loyauté envers la dynastie. Censé exalter le patriotisme, cette association du religieux et du national se trouve en contradiction flagrante avec l'émergence des nationalismes antagonistes. Le vague concept d'empire défendu par le sultan ne satisfait aucun parti, ni les musulmans ultra-conservateurs pour qui l'européanisation allait trop loin, ni les nationalistes qui souhaitaient davantage de réformes, mais aussi un rôle moteur pour les Turcs dans le fonctionnement de l'État. La crise des nationalités s'exacerbe à la suite d'importants déplacements de population provoqués par la guerre contre la Russie. Par centaines de milliers, les musulmans chassés des Balkans et du Caucase affluent en Anatolie. Abkhazes, Tatars, Tchékessès, Lazes, Bosniaques et Bulgares musulmans, autrefois faiblement peuplés, l'Anatolie dut faire face à cette brusque poussée démographique. L'afflux de réfugiés augmente la proportion de musulmans dans la population totale par rapport à la minorité chrétienne. De jeunes intellectuels, le plus souvent en poste dans l'armée et l'administration, qui s'étaient replongés avec ferveur dans leurs racines turques, y virent une chance à saisir. La langue et les traditions turques connurent un brillant renouveau. Le terme empire turc remplace de plus en plus souvent celui d'empire ottoman, de la même façon que le nom de Constantinople cède la place à celui d'Istanbul. Une multitude de groupes d'opposition nationaliste se constituent, rassemblés sous le nom de jeunes Turcs. Bon nombre d'entre eux durent s'exiler pour échapper aux persécutions du sultan, tandis que le groupuscule libéraux réclamait une organisation fédérale de l'Empire ottoman, accordant une autonomie considérable aux territoires non turcs. Les milieux les plus radicaux exigeaient la fin du règne autoritaire du sultan, la stricte séparation de l'Église et de l'État, ainsi qu'un empire turc fortement centralisé. Les seconds prennent rapidement le dessus en raison de l'incapacité du sultan à résoudre la crise des nationalités sur son propre territoire. Outre les musulmans, de nombreux Arméniens chrétiens virent à l'époque s'installer en Anatolie, région qui constituait le cœur turc de l'Empire. Comme les droits à l'autonomie accordés à ces derniers par le Congrès de Berlin étaient demeurés lettre morte, on assiste à partir de 1894 à des affrontements sanglants entre différentes communautés. Soucieux de donner du poids à leurs revendications, les Arméniens eurent recours à des actions spectaculaires, telle l'occupation de la Banque ottomane dans la capitale par 26 activistes en 1896. Comme à son habitude, le sultan réagit d'une main de fer, ce qui attise le conflit au lieu de contribuer à le résoudre. En 1905, Abdulhamid II fut lui-même la cible des opposants. Une machine infernale, placée devant la mosquée du sultan, fait 28 victimes. Le souverain rééchappe par miracle à l'attentat. Mais son règne était menacé. 4 ans plus tard, il doit renoncer au pouvoir sous la pression du groupe des jeunes Turcs, qui comptait dans ses rangs les officiers Enver Pacha et Mustafa Kemal, le futur Atatürk. La fin de l'Empire ottoman était désormais inéluctable. Comme on l'a vu, Abdulhamid II règne sur l'Empire ottoman de 1877 à 1909, en tentant vainement d'enrayer son déclin inexorable. Il réprime violemment les opposants jusqu'à la révolte des jeunes Turcs qui le renversent et installent son frère Mehmed V sur le trône ottoman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.